merci aux organisateurs pour l'opportunité d'échanger avec vous sur la reperfusion mécanique. Alors voici mes liens d'intérêt. Alors, la thrombectomie, rapidement, il y a des images que vous avez déjà certainement vues. C'est juste pour vous remettre en tête comment ça marche. Vous reconnaissez ici une artère cérébrale moyenne en rouge, le caillot en marron. Et en fait, la stratégie, ou en tout cas une des stratégies qui est recommandée, c'est d'aller au-delà du caillot avec un microcathéter en verre sur un tuteur, un microguide ici. Une fois qu'on est en aval, on retire le microguide et puis on va mettre à l'intérieur du microcathéter un stent, retirer le microcathéter et vous voyez que ce sont des stents qui vont se déployer parce qu'ils ont une mémoire de forme et on va les laisser en place pendant quelques minutes et on retire l'ensemble. Donc contrairement au coronaire, on ne laisse pas le stent en place, il est retiré et vous voyez que le caillot est amarré au stent. C'est ça la procédure de thrombectomie avec ce qu'on appelle les stent retrievers. Il y a d'autres approches maintenant qui sont utilisées avec des systèmes d'aspiration et on combine parfois l'aspiration avec le stent. Alors, Sandrine l'a très bien dit, les choses vont très très vite en ce moment, on a du mal à suivre et les recos européennes, en effet, elles vont sortir très bientôt. Je vous montre les anciennes recos pour que vous ayez un petit peu l'idée d'où on part. Alors, les dernières recos, vous voyez, c'était 2014-2015. Elle recommandait la thrombolyse IV dans les 4h30 et la thrombectomie dans les 6 heures. Alors, pourquoi 6 heures on va le voir, mais sur les premières études qui ont été publiées en 2015, vous voyez que ça représentait 1200 patients, on a eu un effet très fort en faveur de la thrombectomie, c'est-à-dire qu'il fallait traiter 2,6 patients pour avoir un effet sur le handicap. Pas la mortalité, mais sur le handicap. Donc un effet qu'on voit rarement, nous en tout cas en neurovasculaire, ça paraît trop beau pour être vrai. Et vous avez ici sur ce graphique en bleu les patients qui étaient traités par voie endovasculaire, par thrombectomie. Et vous voyez que l'évolution favorable, c'était 46% d'écart. Donc c'est pas magique, hein. Il y en a quand même plus de 50% qui restent sur le carreau. Mais comparé à la prise en charge médicale, c'était 25%. Ce qui était très surprenant, c'était que vous voyez, la tolérance, elle était équivalente en termes d'hémorragie symptomatique. Et puis il y avait une différence sur le décès, mais encore une fois, pas d'impact sur la mortalité de façon significative. Alors, pourquoi 6 heures ? Parce que tout simplement, la très large majorité des patients qui ont été inclus dans les études qui ont montré le bénéfice de la thrombectomie l'ont été dans les 6 heures. Et au-delà de 6 heures, en fait, il y avait très peu de patients. En tout cas, c'était une minorité de patients, vous voyez, 20%, 15% de patients. Et on retrouve les graphes que vous a montré Sandrine tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on trouve toujours la probabilité de réduction du handicap qui diminue au fil du temps, et on voyait que finalement, jusqu'à plus de 7 heures, on pouvait avoir encore un bénéfice à cette procédure de reperfusion. Mais en 2017 et en 2018, on a eu deux études de coups de tonnerre. Alors la première, c'est l'étude Down, où vous voyez que les patients étaient randomisés entre 6 et 24 heures après l'AVC. Alors au début, on les a pris pour des grands fous, mais ils étaient sélectionnés, vous voyez, en fonction de l'âge, du score de gravité initiale clinique, le NIHSS, et le volume de l'AVC. Vous voyez, 20 cc, 30 cc, 50 cc, ce sont des petits volumes. Et sur ces critères de sélection assez stringents, ils ont été randomisés traitement médical versus traitement médical plus la thrombectomie. Et l'évolution à 3 mois, c'était que les patients qui avaient été traités par thrombectomie, vous voyez, c'était 100 dans chaque bras parce que l'étude elle a été arrêtée avant la fin, on avait 50% d'évolution favorable dans le bras thrombectomie versus 13%. Ce que vous voyez, c'est que c'était essentiellement des AVC du réveil, donc ça c'est un élément à garder en tête. Et là encore, un effet très très fort, 2 patients à traiter pour éviter un handicap. Là encore, pas d'effet sur la mortalité. Et rappelez-vous, une population très sélectionnée sur l'imagerie. En 2018, on a une étude similaire avec des critères d'imagerie un petit peu différents, mais vous voyez que sur les échelles de handicap, l'évolution favorable elle était quasiment de 50% dans le bras endovasculaire versus 17% dans le bras médical. Par contre, contrairement à l'autre étude, là, les patients étaient randomisés entre 6 et 16 heures et non 6 et 24 heures. Là, on avait un effet sur la mortalité, ce qu'on n'avait pas sur l'étude précédente. Donc, sur la base de ces deux études, les recos nord-américaines, comme l'a dit Sandrine, elles ont modifié leurs recos, notamment sur la fenêtre thérapeutique. Et les recos nord-américaines disent, sur la base des critères d'imagerie qu'on vient de voir, les patients peuvent être traités jusqu'à 16 heures, voire 24 heures selon les critères Down. Donc ça change beaucoup, beaucoup de choses. Les recos européennes, on attend le papier d'ici une quinzaine normalement, mais vous voyez qu'elles suivent ce que disent les recos nord-américaines, c'est qu'on peut aller jusqu'à 24 heures sous réserve d'avoir les mêmes critères radiologiques. Et on a un impact avec un odds ratio qui est très très fort à plus de 5.
Alors, ce que ça change, c'est que non seulement on va aller jusqu'à 24 heures, mais l'autre élément qui est inclus également dans les recos nord-américaines, c'est que maintenant, quand vous avez un patient entre 6 et 24 heures, il ne faut pas n'importe quelle imagerie. Et ça rejoint un peu la question qui était posée tout à l'heure sur l'accès à l'imagerie. C'est que maintenant, on a des recos qui sont opposables. Et là, les recos nord-américaines disent entre 6 et 24 heures, il nous faut une IRM de diffusion ou une IRM de perfusion pour la prise en charge de ces patients-là. Alors, comment ça marche ? Vous avez vu des images équivalentes dans le topo de Sandrine, mais en violet, vous avez ici le volume de l'infarctus, et en vert, vous avez la région du cerveau en souffrance, qui est en hypoperfusion, et que si on ne reperfuse pas, vous aurez le volume final de l'AVC. Donc ça, c'est des images que vous avez en IRM et en scanner. Donc, avec ce type de logiciel, finalement, vous pouvez avoir une interprétation automatisée de l'imagerie et une aide à la décision. Et on peut le faire dans des centres où il n'y a pas de neuroradiologue interventionnel. Ça pose le problème quand même des patients qui vont s'aggraver lentement et qu'on va pouvoir déboucher jusqu'à 24 heures. C'est ce qu'on appelle les progresseurs lents. Et puis, sans qu'on sache vraiment bien pourquoi, on a ce qu'on appelle les progresseurs rapides. On va avoir des patients au bout de 4 heures, ce sera déjà trop tard. Et au jour d'aujourd'hui, on essaie de faire la différence entre ces patients-là. Et ça pose le problème du volume. Parce que finalement, on s'aperçoit que, vous savez que le volume, les gros AVC, c'est une contre-indication à la thrombolyse. Alors, je vous montre des graphes qui ont l'air comme ça pas très faciles à lire, mais vous voyez qu'il y a 3 paramètres. Il y a l'évolution favorable, l'âge et le temps pour reperfuser l'artère. Et ce que vous voyez, c'est que pour les petits volumes de 10 cc, quand on est jeune, qu'on a 40 ans, la probabilité de guérir à 3 mois, elle est de 80%, j'allais dire quel que soit le temps, ou en tout cas, elle ne bouge pas beaucoup en fonction du temps. Et pour les patients âgés, vous voyez que la problématique, elle est différente. Si on place le curseur un peu à l'extrême pour des très très gros volumes qui normalement représentent des contre-indications des stratégies de reperfusion, quelle que soit la stratégie de reperfusion, vous voyez que finalement pour les patients les plus jeunes, même quand ils ont des très gros volumes sur la base de cette étude qui est basée sur des données rétrospectives, mais on a quand même la sensation que pour les patients les plus jeunes qui ont des gros volumes, on peut encore leur rendre service avec des probabilités d'évolution favorables qui sont non négligeables, contrairement aux patients les plus âgés. Donc là, ça sous-entend que finalement les patients les plus jeunes, quand ils ont des gros AVC, si on arrive à les prendre tôt, on peut leur rendre service. Alors quand on parle de l'âge, les données des méta-analyses montrent qu'en fait, même les patients les plus âgés bénéficient de la thrombectomie, et en fait, finalement, on a l'impression que ce sont ceux qui bénéficient le plus de la thrombectomie, donc on n'a pas le droit de les récuser de ce genre de stratégie. Alors après, il y a la problématique du TPA, Sandrine en a très bien parlé, mais du coup, la thrombectomie marche tellement bien que maintenant, vous avez des neuroradiologues qui disent « on n'a pas besoin de thrombolyse, hop, on va à la thrombectomie ». Mais Sandrine l'a bien rappelé, au jour d'aujourd'hui, la reco, c'est l'association des deux. Les niveaux de preuve, c'est pour la thrombolyse IV en association à la thrombectomie. Alors en fait, on sait que la thrombolyse IV, quand on a une occlusion de l'artère cérébrale moyenne, ça marche 1 fois sur 3. Quand c'est une occlusion de la carotide, c'est dans moins de 10% des cas. Alors c'est sûr que ce sont les plus grands pourvoyeurs de handicap et de mortalité, donc c'est dommage de ne pas avoir un médicament qui soit efficace. Ça, c'est le premier problème. Ceci étant dit, malgré tout, on a ici un travail de l'équipe de Sainte-Anne qui montre que jusqu'à 30% des patients, après TPA, vont recanaliser. Donc jusqu'à 30% des cas, on peut rendre service avec le TPA, même quand on a une occlusion des grosses artères proximales. Alors c'est sûr que la problématique du TPA, c'est l'hémorragie et qu'on a un surrisque, plutôt on a une surmortalité la première semaine qui est liée aux complications hémorragiques. Et c'est peut-être pour ça que vous avez vu, on a un effet qui est très très fort sur le handicap et pas sur la mortalité. Peut-être qu'on n'a pas un effet sur la mortalité à cause de ce surrisque hémorragique, ça c'est pas démontré. Alors la problématique de l'occlusion artérielle, la thrombectomie, elle est démontrée pour les occlusions de la carotide et de l'artère cérébrale moyenne. Pour le thrombe basilaire, on va en dire un mot d'ici quelques instants, mais on n'avait pas de patients, à part pour l'étude TRACE, où il n'y avait que 4 patients, on n'avait pas de patients avec une occlusion du thrombe basilaire. Donc ces données sur la circulation antérieure, carotide et cérébrale moyenne, elles ne sont pas superposables comme cela pour la circulation postérieure pour les occlusions du thrombe basilaire. Et ce que vous voyez encore, c'est que l'effet il est très très fort pour les occlusions de carotide et cérébrale moyenne proximale, le premier segment, le segment M1. Pour les segments les plus distaux, ce n'est pas aussi évident. Alors, ok, la thrombectomie, ça marche, mais vous avez vu qu'il y a plus de 50% des patients qui restent sur le carreau, donc il y a une problématique de reperfusion, mais il y a tout l'environnement. Il y a l'environnement pharmacologique, et moi je pense à titre personnel que la thrombolyse, ou en tout cas les antithrombotiques ont toute leur place, parce que la thrombectomie, elle débouche les gros vaisseaux, mais pas les petits. Et puis il y a tout l'environnement
de pression artérielle, d'anesthésie, les Axos, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Et je voulais juste vous dire un petit mot sur l'anesthésie et la pression artérielle. Alors, l'anesthésie, au début de l'histoire, on a dit l'AG, c'est délétère. Les gens vont moins bien, ils meurent plus. Mais en fait, il y avait une minorité de patients qui avaient une anesthésie générale dans ces études-là. Et là, on s'est posé évidemment la question du biais. Est-ce que c'est parce que c'était les patients les plus graves? Est-ce que c'est parce qu'à l'intubation, il y avait une inhalation? Ou est-ce que tout simplement parce qu'à l'induction, il y avait une baisse de la pression perfusion cérébrale? Et donc là, on a plusieurs essais qui arrivent et qui ont été publiés, j'en cite que 2, qui ont évalué la technique d'anesthésie, AG versus sédation consciente. Vous voyez sur cette première étude, Siesta, sur un critère de jugement qui était le score NIHSS à 24 heures, il n'y avait pas de différence. Et je vous en montre une autre qui était l'étude de Goliath. Pareil, on a évalué l'anesthésie générale versus la sédation consciente. Là, le critère de jugement principal, c'était le volume final de l'infarctus. Et en fait, c'était en faveur de l'anesthésie générale. Et dans les critères de jugement secondaire, il y avait le handicap. Et là encore, c'est en faveur de l'anesthésie générale. Alors, le problème de l'anesthésie générale, c'est notamment le contrôle de la pression artérielle. Et on sait qu'à l'induction, c'est une réalité. On a un risque de chute de la pression artérielle, et notamment de la pression artérielle systolique. Ça, c'est bien connu et ça a été maintes fois rapporté. Ce que l'on sait aussi, c'est que sur la base de ces essais randomisés qui ont évalué l'approche anesthésique, la chute de la pression artérielle moyenne par rapport à l'admission, de plus de 40%, ça va impacter le handicap. Et vous voyez que l'évolution favorable, elle est beaucoup plus importante pour les patients pour lesquels on a réussi à maintenir une PAM, ou en tout cas, on a évité une chute de plus de 40% de la PAM par rapport à la PAM lors de la prise en charge initiale. Donc la pression artérielle, c'est un vrai enjeu et on a très peu de données de qualité parce que finalement, on mélange dans la littérature beaucoup de choses. Les hémorragies avec les ischémies cérébrales, les patients avec des occlusions artérielles et les patients sans occlusion artérielle. Du coup, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Ce que l'on sait, c'est qu'on a une espèce de courbe en U et on sait que les patients qui ont des pressions artérielles systoliques très élevées, ils ont une surmortalité et un surrisque de complications hémorragiques. Et ceux qui ont une pression artérielle systolique basse, ils ont également une surmortalité. Et finalement, on a l'impression que ceux qui évoluent le mieux, ce sont ceux qui ont une pression artérielle systolique entre 140 et 160. C'est des chiffres qu'on retrouve notamment dans les registres européens des patients qui ont été thrombolysés par voie veineuse. Alors, quelle est la bonne cible tensionnelle? Ça, on ne sait pas. Il y a quand même des recommandations nord-américaines qui nous disent que lors de la prise en charge des patients, quand ils sont pris en charge par voie endovasculaire, il faut maintenir la pression artérielle en deçà de 185-110. Dans les premières 24 heures, c'est 180, 105. On ne sait pas bien pourquoi il y a ce delta-là. Voilà, sachez que ça repose sur des niveaux de preuve qui ne sont pas très élevés. Alors à venir, Sandrine en a parlé, on a 2 études. Il y a l'étude néerlandaise MR-Clean NoAV et Swift Direct qui évalue la thrombectomie seule versus la thrombectomie plus la thrombolyse IV. Les patients ont été inclus, on verra ce que ça donnera. Et puis un mot sur l'occlusion du tronc basilaire, pour vous dire qu'il y a une étude chinoise, l'étude BEST, qui incluait des patients jusqu'à 8 heures, qui a été arrêtée prématurément à cause d'un taux de crossover trop important, c'est-à-dire que beaucoup de patients qui étaient randomisés dans le bras contrôle ont été passés dans le bras endovasculaire. Et l'analyse en intention de traiter ne montrait pas de différence, mais en pair protocole, il y avait un meilleur pronostic dans le cas de traitement endovasculaire. Il y a une autre étude qui est l'étude BASIX qui est en cours, qui est une étude internationale menée par les Néerlandais. Occlusion du tronc basilaire dans les 6 heures. Pareil, médical versus endovasculaire. Là, il y a eu des analyses intermédiaires qui n'ont pas arrêté l'étude. Donc c'est juste pour vous dire que l'effet, si on a un sur l'occlusion du tronc basilaire, il n'est pas aussi important que pour la circulation antérieure. Et je termine pour vous dire que le traitement de référence pour l'AVC ischémique, c'est UNV, thrombolyse IV, thrombectomie jusqu'à 24 heures sur des critères de sélection, vous avez vu, assez stringents. On va, Sandrine l'a dit, vers une individualisation de la fenêtre thérapeutique et de la médecine. L'histoire des 4h30, 6h, 24h, ça va voler en éclats et ça va être l'imagerie qui va nous dire il y a du cerveau à sauver, oui, non, dans de bonnes conditions, oui, non. Et puis, voilà, quand on prend en charge un patient, il faut voir le cerveau et il faut voir les artères. Merci pour votre attention.